Go, you lovely bastards. Even though I don't love you. Play it smart today, you won't look a cunt tomorrow. But you want me anyway. Cock-a-doodle-doo. Go to the OG. You can't make a tomlet without breaking some Greggs. No offense. Hey. Fuck off. What am I gonna do with a soul anyways? I am the eldest son. Sandy's the angriest fucking vegetable. Call me. My number one boy. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de PIC TV, le podcast où on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant où Logan a humilié ses enfants. Je suis Marie Telling et à mes côtés se trouve la tome de mon Greg, Anaïs Bordage. Salut Marie. Salut Anaïs. Après avoir débriefé chaque épisode de cette saison 4, on n'était pas encore prête à dire adieu au Roy pour toujours. Aujourd'hui, on vous propose donc un épisode bilan et pour l'occasion, on vous a réservé une petite surprise puisque nous avons l'immense plaisir d'accueillir en studio l'humoriste, acteur et réalisateur Malik Bentala. Bienvenue Malik. Bonsoir, merci beaucoup. Bonsoir, bonjour, peut-être même, non ? Les deux. Les deux, bah, bonsoir, bonjour. Les gens ne savent pas, c'est un podcast, ils peuvent l'écouter quand ils veulent. Je le dis pour les deux. Bonjour pour ceux qui écoutent le matin, bonsoir pour ceux qui écoutent le soir et merci de m'accueillir. Il faut peut-être expliquer pourquoi tu es là. Oui. Tu nous as écrit exactement. Pendant la saison de Succession, il y a quelques épisodes déjà. Exactement, j'avais besoin d'échanger, besoin de parler. Après chaque épisode de Succession, je me sentais seul et abandonné. Il n'y a pas beaucoup de gens dans mon entourage qui regardent Succession. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un podcast de qualité ? Je suis tombé sur le vôtre que j'ai adoré. Merci. Et je me suis permis de vous écrire pour vous dire merci de nous accompagner chaque mardi parce qu'on se sent un peu abandonné ou choqué ou triste. Et là, très triste en l'occurrence. Écoute, on est très très contente que tu sois venue. On s'est dit que c'était quand même une très bonne occasion de pouvoir parler avec un fan de Succession. On est sûr que tu auras plein de choses à dire sur la série. Merci. Est-ce que tu peux nous dire déjà quel est ton rapport à Succession ? Comment tu as découvert la série ? Alors, c'est sur les conseils d'une amie que je remercie, qui s'appelle Edna, qui est une amatrice de grandes séries et qui m'avait conseillé Succession dès le départ, c'est-à-dire, je crois, en 2016-17, non. Je crois que c'était 2018, non ? 2018, peut-être. 2017, je pense. Quelque chose comme ça. Et pourtant, elle ne m'avait pas du tout intrigué, cette série. Et je me suis laissé tenter. Et c'est vrai que Succession, pour avoir fait le test, déjà, lorsqu'on donne le nom de la série à des amis, soit ils passent totalement à côté de la série, soit ça devient leur série préférée. Et moi, j'ai opté pour la deuxième option. C'est devenu ma série préférée et j'ai pas arrêté. Moi, vous savez, il y a une scène qui m'accueille dès le départ de l'épisode 1. C'est Tom qui choisit un cadeau pour Logan et qui se balade les 3/4 de l'épisode avec une Philippe Patek, une montre, et qui ne sait pas à quel moment il va devoir lui donner. Je me suis dit, cette subtilité dans l'écriture, dans le jeu, c'est extraordinaire et j'ai jamais lâché. C'est vrai qu'en voyant les screeners au début, personne n'avait anticipé l'arrivée de Succession. C'était pas du tout une série attendue, contrairement à beaucoup de séries qui sortent en ce moment sur HBO. Et moi, je me souviens que j'ai mis un peu de temps à convaincre d'autres personnes aussi de la regarder, parce que les premiers épisodes, ils sont quand même pas au niveau de ce qu'on a vu par la suite, quoi. Et je disais, mais vraiment, faites-moi confiance, regardez Succession. Moi, j'en avais entendu parler avant parce que j'avais une amie qui sortait avec un des caméramans et en fait, il a largué comme une malpropre pendant le tournage parce qu'il était très pris par le tournage et du coup, par solidarité, on était là, on va pas regarder cette série. Et donc, j'ai pas regardé les 4-5 premiers épisodes et après, tout le monde m'a dit, c'est génial. J'étais, bon, je suis désolée, plus de solidarité, je vais regarder. Il travaille plus sur la série maintenant, donc je me sens très bien et elle est devenue fan au final, donc ça va, elle s'est réconciliée avec la série aussi. Comme tu le disais avant qu'on commence à enregistrer, c'est une série qui fait vraiment l'unanimité. Il y a quelques personnes qui sont vraiment réfractaires parce que les personnages sont trop antipathiques, mais globalement, je pense que tous les gens qui essayent vraiment sérieusement Succession finissent par admettre que c'est plutôt une bonne série. C'est super intéressant ce que tu dis parce que je suis en train d'écrire une série en ce moment qui tourne autour de l'univers du football et des agents et de tout ce milieu-là. Et c'est vrai qu'en France, on a tendance à nous conseiller d'écrire sur des personnages assez sympas, avec une bonne énergie, une good vibe. Et le contre-exemple, à chaque fois que je le ressors en réunion d'écriture, c'est non, regardez Succession, on n'est pas obligé de tomber dans les bons sentiments à chaque fois. Et c'est justement la force de l'écriture de Succession. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Anaïs, c'est les épisodes du début n'ont pas la puissance de la fin, mais je pensais aussi aux décors en regardant l'évolution des saisons, les décors, ne serait-ce que les costumes, ne serait-ce que les endroits où ils vont tourner, on va en parler après, je pense, mais c'est monté crescendo et ça a fini en feu d'artifice avec cette saison 4, mais
c'est vrai que c'est une des rares séries qui, pour moi, monte et ne s'arrête plus de monter, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a une précision dans les costumes, les décors. Il y a un compte Instagram, c'est les habits de Succession. Et je suis abonné. Oui, voilà, moi aussi. Et c'est vraiment génial parce qu'ils mettent le détail de chaque tenue à chaque fois avec le prix. Et on voit aussi chaque personnage a quand même sa gamme de prix. Willa s'habille qu'en Sandro ou en mage. Voilà. Mais tandis que Kendall, il a les habits les plus chers et les mieux sélectionnés. Donc, alors qu'il est tout le temps en casquette et en jogging. Oui, c'est des casquettes et des joggings de grâce qualité. À Succession, j'ai découvert le silent luxury. Je ne connaissais pas. Il y a eu toute une conversation autour de ça. Ouais. D'ailleurs, il y a une interview de la costumière là, dans le New York Times qui est sortie, qui est très bien. L'idée, c'est aussi que les ultra riches ne portent jamais de marque. Ils se reconnaissent entre eux grâce à la qualité de leurs vêtements, mais il n'y aura jamais de marque parce que c'est un move. Ouais, c'est un move de nouveaux riches, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les nouveaux millionnaires ou milliardaires qui font ça. C'est pas les vrais milliardaires. C'est clair. Oh là là, quel manque de goût. On enregistre 24 heures seulement après la diffusion du final que tu as vu. Comment tu te sens après ce dernier épisode ? On fait partie de la famille presque des Roy et là on se sent un peu... Moi je me sens un petit peu abandonné. Je me dis que je vais plus les retrouver, donc je suis allé fouiner tous les making-of. On a pu voir Roman qui rasait la tête à la fin Roman et Shiv, dans le making-of qui rasait la tête de Kendall. Et j'ai essayé de me raccrocher à tous ces petits moments de off et bon, il a fallu leur dire au revoir, mais je me sens un peu tristoun de me dire que je vais pas les retrouver dans un an, quoi. C'est fou de vouloir faire partie de cette famille très dysfonctionnelle quand même. C'est clair. Mais c'est pareil, c'est vrai, c'est à chaque fois dans une série, on s'attache aux personnages, même les pires. Donc, surtout que celle-là nous accompagne depuis longtemps, alors qu'on a de plus en plus de séries qui sont très courtes, très ramassées. Et là, en plus, il y a eu une longue pause avec le Covid qui a fait qu'on a attendu très longtemps la saison 3. Et donc, c'est vrai que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est accompagné par les Roy et ça fait vraiment bizarre. Et en plus, le final se termine sur une ouverture, ou en tout cas, on n'a pas vraiment une résolution totale sur l'avenir des personnages. On ne sait pas ce qu'ils vont faire après. Donc, maintenant, on est juste obligé d'imaginer en fait ce qui va se passer. C'est ça. T'en as pensé quoi, toi, du final ? J'ai vraiment adoré le final parce que j'ai mon personnage préféré est couronné. Ah, c'est Tom. On est dans la même team. J'ai toujours été team Tom dès le départ. Et, c'est depuis la boîte. Depuis la boîte, mais ses vannes, je trouve que son jeu, c'est sa manière de vanner, il était extraordinaire. Enfin, il est extraordinaire. Je ne sais pas si tu as vu Orgueil et Préjugés, le film avec Matthew McFadden. Ça sera une grosse surprise. Si tu l'as connu en Tom, le découvrir dans ce rôle-là, ça sera un gros changement. Il faut que je le voie. Mais en tout cas, j'étais ravi de cette conclusion. Maintenant, j'ai été un petit peu tristoun parce qu'en les voyant chez leur mère vivre ce moment fraternel, je me suis dit, après, faut pas être naïf, on savait que ça ne peut pas bien se terminer, mais j'avais quand même le petit ange à côté de moi qui me disait, allez, si, ça va se terminer dans la bonne humeur, Kendall va être couronné et Roman gérera les réseaux sociaux et voilà, et tout va bien se passer. Et au final, quand il se déchire, on le voyait gros comme une maison, mais donc à la fois abandonné, triste, mais soulagé que mon petit Tom soit couronné, même si maintenant, s'il y avait une suite, je pense que il va pas rester en place très longtemps, si on imagine un petit peu. Oh, j'ai envie d'y croire. T'as envie d'y croire ? Il est arrivé jusque-là, il va tenir quand même. Bon. Ouais, c'est ça. Quand on revoit en fait les épisodes du début, on se rend compte que c'est sans doute celui qui était le plus prêt à tout. Il a quand même été prêt à partir en prison pour montrer à Logan qu'il pouvait le soutenir. Et ils servent pas du bon vin en prison. Je crois qu'il y a une réplique. Oui, il était prêt à tout, exactement. Ouais. Et aussi, non, mais Greg, j'ai vraiment lu tous les blogs sur la prison, donc je suis préparée. Donc, si tu avais dû choisir qui devait finir sur le trône, tu aurais choisi Tom dès le départ. J'aurais choisi Tom, oui, exactement, pour ce côté vraiment prêt à tout. Et j'ai toujours été un peu blessé à la place de Tom avec cette relation Tom-Shiv. C'est vrai que Shiv me faisait un petit peu mal au cœur, surtout au début, dans la saison 2, après le mariage, tout ça, les tromperies. Dès la saison 1, en vérité, on apprend qu'elle le trompe, et il y a cette scène où ils sont dans le château de la belle-mère de Tom. Et c'est vrai que je me suis toujours mis du côté de Tom en me disant, aïe, le pauvre, il y avait un petit peu de solidarité masculine, mais au final, il n'est pas blanc-bleu non plus. Donc, tout le monde est un peu mouillé dans cette série. Ah oui, c'est sûr. Dans ce podcast, on a une petite tradition qui est de résumer l'intrigue en 30 secondes. Si tu devais pitcher la série à un ami qui ne l'a jamais vue, en 30 secondes, tu dirais quoi ? Je dirais que c'est la plus grande série de l'histoire, avec à la fois une tragicomédie shakespearienne, une histoire de famille, un peu comme le disait Coppola sur Le Parrain. C'est pas une histoire de mafieux, c'est une histoire de famille. Là, on n'est pas dans une histoire de business, on est vraiment dans une histoire de famille. Logan Roy, le patron d'un conglomérat,
médiatique va bientôt céder sa place et qui de ces 3 enfants va pouvoir prendre le relais. On va le savoir à travers de multiples épisodes drôles, à la fois touchants, à la fois surprenants et magiques d'écriture, de décors, de voyages. Donc je vous conseille de regarder la plus grande série de tous les temps, Succession. C'est marrant ce que tu dis sur Le Parrain parce qu'il y a eu des comparaisons avec... moi, Le Parrain 2, c'est peut-être mon film préféré de tous les temps. Et il y a des comparaisons avec la scène où Fredo est face au lac, assis sur le banc. Il y a eu des comparaisons depuis la diffusion du final avec la scène de Kendall face à la mer à la toute fin. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu Fredo aussi. Et même dans les trahisons et tout ça. D'ailleurs, j'ai un ami qui vit à New York et qui me disait que depuis que l'épisode était passé, il y a beaucoup de touristes qui vont justement dans ce parc. Ils laissent des fleurs. Se prendre peut-être, mais en tout cas, ils se prennent en photo sur ce banc de dos. C'est devenu un petit peu une trend suite au dernier épisode, quoi. On s'est dit qu'on allait faire un petit questionnaire bilan pour faire le point sur Succession. Et on va répondre chacun à toutes ces petites questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un moment ou un épisode en particulier où tu t'es dit que tu étais face à une grande série ? Il y en a un qui me vient à l'esprit comme un flash à chaque fois, c'est l'épisode 9, le dernier épisode de la saison 3, avec ce tableau digne de la Renaissance de Kendall assis par terre et Shiv, on voit tous cette photo. Et cet épisode m'a bluffé à tous les niveaux. Et après, bien évidemment, je pense qu'on en parlera à l'épisode 3 de la dernière saison. Mais moi, je dirais le 9 de la saison 3. Celui-là, je me suis dit, vraiment, c'est... je ne sais pas comment ils vont réussir à mettre la barre encore plus haute dans la saison 4, mais la Toscane, les décors, le jeu, l'intrigue, enfin, tout était incroyable pour moi dans cet épisode 9 de la saison 3. Marie, toi, c'était quoi le moment où tu t'es dit « ça y est, c'est bon, je suis conquise » ? Je pense que c'était l'épisode où ils vont faire une thérapie familiale dans le Nouveau-Mexique, dans la maison de Connor. J'adore les épisodes Destination, c'est devenu une grande tradition de Succession. Et je crois que c'était le premier épisode, il y en avait eu un peut-être à Long Island, ou dans leur grande maison, mais c'était le premier épisode de vraie Destination de la saison 1. J'avoue que j'avais adoré. Enfin, dès qu'on vient sur un modèle un peu thérapie familiale d'une famille complètement fucked up où personne n'a envie de faire une thérapie et n'a vraiment envie de parler et tout le monde est là pour d'autres raisons, avec en plus Ken qui vient de replonger dans la drogue et tout ça. J'avais trouvé ça génial et c'est là où dans la saison 1 je m'étais vraiment dit waouh, cette série est vraiment brillante et très très bien écrite et surtout ça touche vraiment ma zone de préférence en matière comique quoi. C'est vraiment le genre d'humour que j'adore donc j'étais totalement séduite à ce moment-là. Je me permets mais dans la saison 2 aussi il y a un épisode qui me rappelle celui-là, c'est quand on ouvre la grande maison familiale et qu'ils trouvent des ratons laveurs un raton laveur, ils cherchent l'odeur depuis des heures et justement il réunit toute la famille pour leur demander leur avis alors qui mérite de prendre cette succession, personne n'ose parler et au final il les convoque un par un et tout le monde se livre et c'est assez bluffant de se dire que en one tout le monde parle mais personne ne veut dévoiler son jeu malgré le fait qu'il soit lié par le sang, personne ne parle quoi. Il y a un manque de confiance. Et toi Anaïs? Moi c'était l'épisode juste avant celui de la thérapie de groupe, c'est l'épisode 6 de la saison 1. J'en reparle toujours parce que je pense qu'à ce jour ça reste un des meilleurs de la série, c'est quand Kendall essaye de faire son coup d'état contre son père et qu'il n'y arrive pas, qu'il échoue misérablement. Il est bloqué dans les bouchons. Ouais, c'est horrible. Je l'ai revu tout à l'heure et en fait je peux pas respirer devant cet épisode, c'est juste tellement cringe. Il a le nombre de votes suffisant mais en fait tout se passe mal, il est trop ambitieux comme d'habitude, il décide d'aller à Long Island à la dernière minute pour convaincre une des actionnaires et il se retrouve coincé dans les bouchons et donc il doit faire sa grande présentation au téléphone essoufflé. Ça me met mal à l'aise, c'est malaisant. Horrible. Ah non mais c'est vraiment horrible et après il est coincé dans l'ascenseur, il y a Logan qui évidemment refuse de quitter la pièce, qui intimide tout le monde, Roman qui devait voter dans le sens de Kendall retourne sa veste à la dernière minute parce qu'il a trop peur de son père. Enfin, c'est juste une catastrophe et moi c'est vraiment le moment où je me souviens, j'avais les screeners, donc j'avais tout regardé en quelques jours en fait, c'était pendant les vacances d'été et je m'étais vraiment dit bon je vais regarder ces screeners parce que j'ai rien d'autre à faire et à ce moment-là, cet épisode, je me suis dit waouh, c'est quoi cette série? Et à partir de là, je suis partie en mode lobbying où j'ai dit à tout le monde vous êtes pas prêts pour Succession, ce truc est génial. Et encore aujourd'hui, je revois en fait tellement de scènes, même sur la réalisation, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était pas une série très bien réalisée parce que c'est caméra à l'épaule, caméra tremblante, etc. Et je pense que ça, c'est un des épisodes qui peuvent prouver que non, pas du tout.
tout. Il y a une telle maîtrise, en fait, dans les cadrages et ça dit tellement symboliquement et c'est aussi très, très bien pensé pour à chaque fois nous montrer la personne qui a la meilleure réaction. Enfin, vraiment, c'est un épisode qui est parfait à tous les niveaux et c'est celui qui m'a le plus bluffé au début quand j'étais pas encore 100% sûre de la série. Et j'aime beaucoup aussi dans Succession, c'est une chose qu'on peut retrouver dans The White Lotus aussi, c'est qu'on n'arrive pas trop à cerner la série. C'est-à-dire que moi, j'ai présenté cette série à des amis. Il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais il y a des moments sérieux dans lesquels on rit, et puis il y a des moments où on rit alors que ça doit être sérieux. Et j'aime beaucoup ce truc. Succession se balade avec l'écriture. Enfin, il n'y a pas un épisode où on ne rit pas à un moment. Et en même temps, c'est tragique. Et en même temps, c'est tragique. Donc j'aime beaucoup ce fil un petit peu. C'est un exercice de funambule, quoi, de se balader là-dessus. C'est marrant parce que même les acteurs eux-mêmes ne sont pas d'accord sur ce qu'est la série, parce que Jeremy Strong est connu pour avoir dit que c'était une tragédie shakespearienne pour lui, alors que Kieran Culkin, qui joue le rôle de Roman, lui a dit pour moi c'est une comédie en fait, et il le joue comme une comédie, et ça correspond aussi à leur personnage. Exactement. C'est-à-dire que Kendall est un personnage tragique, alors que Roman est plus un personnage, même s'il a ses moments de tragédie aussi. Surtout vers la fin. C'est plus un personnage comique en général, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette question, est-ce que c'est une tragédie, est-ce que c'est une comédie? Et la série parvient vraiment bien à mêler les deux. C'est des créateurs anglais, donc il y a aussi cet esprit, je pense, au niveau de la comédie, dans les moments les plus noirs et tout ça, où ils prennent beaucoup de risques là-dessus et qui fonctionnent très très bien quand même. Bien sûr. Les performances d'acteurs, je ne sais pas si un jour on retrouvera une série avec autant d'acteurs de génie, quoi. Je ne sais pas d'où ils sont tombés, comment ils sont... L'alchimie qu'il y a eu sur ce plateau, c'était à vivre, ça devait être incroyable. J'aurais bien aimé discuter avec le caméraman. C'est clair. Mais ce qui est fou, c'est que justement, il y a eu pas mal d'articles sur ça depuis la fin de la série aussi, c'est que c'était un parti pris de pas caster des stars. Alors que c'est vrai que récemment, dans les séries, c'est un peu depuis l'ère de la télé-prestige, c'est la nouvelle mode, enfin la nouvelle, ça dure maintenant depuis 10 ans, mais d'avoir des stars hollywoodiennes et des acteurs très très connus pour mener une série. Au bout de 10 séries avec Nicole Kidman, t'as un sandwich gratuit. C'est exactement la 11e ça. est offerte. Voilà. C'est exactement ça. Et là, vraiment, ils ont pris le parti de ne pas avoir de stars, mais d'avoir des très bons acteurs. Il y en a plusieurs qui sont des acteurs, la plupart sont des acteurs britanniques, sauf Jeremy Strong et Kieran Culkin, mais il y en a quand même beaucoup qui sont des acteurs britanniques et de théâtre. Sarah Snook est australienne, mais des acteurs de théâtre et même Jeremy Strong avait une grosse carrière au théâtre aussi avant. Ça a très bien pris, je pense aussi pour ça, parce qu'il n'y avait pas de gros profils qui écrasaient les autres et parce qu'ils ont privilégié vraiment un casting de qualité, de précision, au lieu d'avoir un truc qui en mettait plein les yeux, quoi. Des égos et compagnie, bien sûr. Si tu devais classer les saisons de Succession, il y en a 4, c'est quoi la meilleure pour toi? Je l'ai un peu dévoilé tout à l'heure, je dirais, je sais pas, j'ai la 3, je l'aime beaucoup. La 3, je l'aime beaucoup parce que j'aime bien qu'on sorte du cadre américain et les décors italiens m'ont subjugué, ça associé au jeu. Je dirais la 3, 4, 2, 1. D'accord. Moi, je suis une grande défenseuse de la 1. Je pense qu'elle est bien meilleure que ce qu'on dit, parce que c'est vrai que maintenant, on a tendance à dire, comme la série a mis du temps à se trouver, la 1 est moins bien. Mais il y a tellement d'excellents épisodes dedans. Genre l'enterrement de vie de garçon de Tom... c'est plein de moments mythiques et le final au mariage de Shiv qui est extraordinaire. Moi, honnêtement, même si j'ai des réserves sur le final de la série, je pense que la saison 4, c'est la meilleure. Je pense qu'en termes de propulsion narrative, en fait, c'est celle qui va le plus loin et le plus vite. Genre, c'est vraiment la Fast and Furious des saisons de Succession, quoi. Mon numéro 1, c'est entre le 2 et le 4, parce que la 2, je l'adore aussi. Enfin, vraiment, le final sur le bateau et puis tout, Bore on the Floor aussi, juste. La scène des sangliers, c'est vraiment génial. Non, je pense, moi, ça se joue entre la 4 et la 2 en numéro 1, mais peut-être la 2 en numéro 1, je ferais 2, 4, 1, 3. Moi aussi, je mettrais la 3 en dernier. Je me barre. Si c'est comme ça. Non, en plus, c'est vrai que j'ai adoré la 3. De toute façon, Succession, on le disait dans l'épisode sur le final, c'est du caviar. Donc, même quand ils ont des épisodes un peu moins bons, c'est juste que c'est pas le meilleur caviar, quoi. Mais ils ont aucun mauvais épisode, en fait. Moi, j'ai juste eu sur la 4, il y a eu un mini passage à vide sur 2 épisodes. Je sais pas si c'est pas 6-7 ou 5-6. Il y a eu Angeles et... Oui, exactement. À LA, tout ça. J'attendais
T'attendais l'enterrement. Ouais, mais là, il venait plus. Je me suis dit, moi je le voyais en dernier épisode, peut-être, l'enterrement. Ouais, tu te dis, depuis combien de temps il est congelé dans son bac là. Il est où Logan, quoi? C'est clair. Ouais, non, moi je pense aussi que on a un petit faible en tant que journaliste pour les épisodes qui parlent de médias. Et donc il y a l'épisode sur Volter, je crois, dans la saison 2. Ouais. Et Living Plus, pour moi, c'était vraiment ça, en fait. À Los Angeles, c'est une telle bonne satire de la tech, du monde de la tech et du bullshit qu'on peut entendre parfois. Alors après, je suis sûre que dans ton industrie, il y a aussi beaucoup de discours de ce genre. Ouais, bien sûr. Mais je trouve que c'est très, très bien fait, en fait. Le côté, vraiment, il raconte n'importe quoi et ça marche. Et c'est surtout ça marche, parce qu'on s'attend tous à ce que Kendall s'effondre encore une énième fois. Ouais. Et au final, l'épisode m'a un peu surpris parce que je me suis dit, il a réussi son coup. Ouais. Et d'ailleurs, il l'utilise en argument sur le dernier épisode. Living Plus, c'est moi. Je vois pas d'autres personnes qui peuvent prendre le lead que moi. Ouais. Et puis, ce que tu dis, tu as entièrement raison sur les médias. C'est une vraie satire aussi de la politique. On a tous en référence Al Gore, la défaite d'Al Gore. Et je crois que c'est le 7e et 8e épisode de la saison 4, l'élection. Ouais. L'élection, ça fait froid dans le dos quand on voit un épisode comme ça. Bah, ça, pour le coup, pareil. Enfin, moi, j'ai jamais fait autant de tachycardie, je pense, devant un épisode ces dernières années que devant celui-là. C'était horrible à regarder, en fait. Mais d'ailleurs, en parlant de politique, j'y pense parce que tout à l'heure, tu disais que justement, le côté satirique et l'humour te plaisait beaucoup. Je sais pas si tu as vu... et le côté des personnages qu'on adore détester. Je sais pas si tu as vu VIP. Oui, bien sûr. Ah bah oui. Et pour le coup, en termes de satire politique et de personnages qu'on adore détester, il y a vraiment ça. Il y avait moins le côté tragique, justement, même si à la fin, il apparaît un tout petit peu. Mais Succession arrive à ramener un côté plus tragique et plus émouvant. Mais vous pensez qu'on va avoir des... comment on appelle ça une série peut-être sur la vie de Logan dans sa jeunesse ou un spin-off, un truc comme ça. Moi, je pense pas. Je les vois pas. Moi non plus. Je les vois pas faire ça. Après, je regarderai, mais. C'est clair. Marie dit souvent qu'elle veut une comédie sur le mariage de Shiv et Tom. Ah bah franchement, moi, ça serait incroyable. Ouais. Franchement, moi, je veux que ça en fait. Je veux une série que sur Tom. Hey, get out of jail free card. Another one. Si tu devais garder un seul épisode que tu pouvais revoir jusqu'à la fin des jours, ce serait lequel? Il y en a deux. Alors, j'ai fait mes petits devoirs, je l'ai noté. Excusez-moi, parce que j'ai bossé. Je dirais l'épisode 3 de la saison 4, donc la mort de Logan. Et j'ai adoré l'épisode 5 de la saison 3, lorsque Logan est malade et qu'ils ont le président... génial. Et c'est très drôle aussi. Quand il est piss mad, comme il dit. Exactement. Et avec cette réplique, « It's not cool to tell the president to blow me » de Roman, que j'ai noté. Et qui ne se rend pas compte qu'il a le président au téléphone. Donc, franchement, je dirais un de ces deux épisodes, mais pour l'histoire, l'épisode 3 de la saison 4. Ouais. Et toi, Marie? Moi, je pense que c'est le final de la saison 2 sur le yacht, avec en plus la conversation entre Shiv et Tom et le moment où Tom mange le poulet de Logan qui restera pour toujours inoubliable. C'est incroyable. En fait, cet épisode est une succession de moments, de scènes inoubliables, et puis il y a le moment où ils essaient de décider qui ils vont sacrifier. Et quand même, tout le monde dit Tom, et Shiv est là, ouais, je pense que Tom, c'est vraiment une bonne idée. Il y a plein de moments comme ça, et la fin qui est quand même ouf, où Kendall part pour se sacrifier et au final trahit son père. Ouais. Donc vraiment, ce moment, j'étais waouh, je crois que c'est un des meilleurs épisodes de télé que j'ai jamais vu de ma vie, quoi, sans vouloir faire des emphases. Mais non, mais je suis d'accord. Je pense que c'est un des meilleurs de Succession. Et il y a Tom et Shiv aussi qui veulent faire un plan à 3, mais Tom, on sent qu'il est pas trop chaud, en fait. Et il dit non, mais j'ai jamais joué dans un stade, en fait. Donc je suis pas sûre d'être prêt. Non, il est génial. Moi, je pense que un de mes préférés, c'est l'épisode 5 de la saison 2, qui est celui sur les Pierce, où ils font un dîner pour prouver qu'ils sont capables de s'aligner politiquement avec les Pierce, qui sont plutôt une famille de gauche avec des médias entre guillemets plus respectables. Et en fait, c'est le malaise absolu pendant tout le repas. Il y en a aucun qui réussit à se tenir. Roman qui prétend avoir lu un livre. Qui invente un titre et le mec en face qui lui dit je le trouve pas sur Google, c'est bizarre, ça parle de quoi? Non mais c'est ça, c'est tellement cringe en fait. Ouais, et en même temps c'est tragique. Et puis c'est l'épisode où Kendall fait caca au lit. Vraiment c'est juste magistral et hyper gênant. Et je pense que c'est aussi l'épisode qui a prouvé qu'il pouvait se moquer aussi bien des médias de gauche entre guillemets, des bourgeois de gauche que ceux de droite. Et celui-là vraiment je le trouve incroyable. Mais ceux que vous avez cités, je les trouve très bien aussi. En parlant de gênance, Succession, c'est un peu le royaume du cringe. C'est quoi la scène qui t'a le plus gêné en la regardant? Là, la première qui me vient à l'esprit, je crois que c'est début de saison 2, quand Logan pète un plomb à table
avec les enfants. Avec les enfants, ouais. Et qui s'en prend à tous les enfants et que personne n'ose parler. C'est vrai qu'en règle générale, c'est les pétages de câble de Logan, quoi. Ah, c'est glaçant. Faites-moi une blague. Je crois que vers les saison 4, là, à un moment donné. Ouais, il dit, au début de la saison 4. Au début de la saison 4, fais-moi une blague à Greg, non, plus un Greg, non, c'est Greg qui veut sentir le doigt de Greg. mais c'est vrai qu'on a tous été attrapés par Succession, également aussi avec le charisme de Brian Cox, je pense, parce que ce qu'il envoie à la caméra, la prestance Logan, c'est un rôle écrit pour lui, c'est évident, personne d'autre aurait pu jouer ce personnage. Donc, je dirais en règle générale les excès de colère de Logan qui calment tout le monde, quoi. Ouais, bah c'est vrai que les plus grands moments de cringe viennent souvent de lui, parce que même à travers la télé, on a peur de lui. Pour moi, le plus grand moment de cringe, il vient quand même de Kendall, mais... Ah ouais, c'est elle to the OG, quoi. Ah oui, putain, mais comment on n'y a pas pensé? Mais oui, excusez-moi, mais franchement, il n'y a pas pire, il n'y a pas plus gênant que ça. Et quand tu vois la réaction des gens dans la salle, en fait, c'est juste pas possible, quoi. Oui, bah c'est Tabitha qui dit j'ai les yeux qui brûlent, mais je peux pas détourner le regard. C'est vraiment ça, quoi. Ouais, c'est exactement. Mais je pense que j'ai pas pensé justement parce que ça reste un moment qui est plaisant. Thank you for being here to honor my dad's life and work. C'est génial. Ouais, ah ouais, non, c'est vrai qu'il est très très bon celui-là, mais celui-là on peut le revoir, alors que pour moi les pires moments de cringe, je veux vraiment pas les revoir. Et je pense que le pire, c'est quand il y a la trahison de Tom à la fin de la saison 3, où ils arrivent justement chez le père et que Logan se moque de Shiv et qu'il lui fait mais c'est d'une violence en fait. Enfin, vraiment, je suis en train de rougir rien qu'en y repensant. En fait, ça me met tellement mal pour elle, la pauvre Shiv. Ouais, non, franchement, Brian Cox, très très bon pour mettre tout le monde très mal à l'aise, quoi. Et la scène qui t'a le plus fait rire, Malik, c'est laquelle? Une des disputes, peut-être, lorsqu'il y a un employé de chez Roystar Royco. Ouais, Roystar Royco, excusez-moi, avec Roystar Roy & Co. Les disputes entre Tom et Greg sont généralement tellement pathétiques et drôles à la fois. Vous savez, quand ils sont retenus dans la pièce de... Il est persuadé, Tom, d'être dans la vraie pièce de sécu, alors qu'ils sont tous... Il dit, ah, mais il y en a une autre. Il y a une autre pièce de sécu. Et après, il en vient à jeter des bouteilles sur Greg. Ouais. Et il y a un écho à cette scène, justement, dans le dernier épisode. Quand ils sont dans la salle de bain. Voilà, on est toujours à la limite entre le cringe et le drôle, mais c'est vrai que moi, les deux me font rire, surtout à la fin, quand il lui colle l'autocollant sur le front comme un objet. C'est génial. Et c'est en même temps un autocollant presque shakespearien aussi. Oui, c'est ça. Moi, honnêtement, c'est 2 secondes dans la série qui me font toujours mourir de rire. C'est sur le bateau, dans le final de la saison 2, quand Willa lit la critique de sa pièce de théâtre et jette l'iPad par-dessus bord. C'est vraiment génial. Et Justine Loupé, je crois qu'elle s'appelle l'actrice, elle est vraiment excellente. C'est un de mes personnages secondaires préférés. Vraiment, c'est en boucle, en fait, cette scène. Je l'adore. C'est quoi, toi, Marie? Moi, c'est Greg et Tom, ces 2 scènes devant le Congrès américain. Oh, oui. Déjà, quand on demande à Tom s'il connaît Greg, il dit non, j'en ai jamais entendu parler, alors que le mec est derrière lui. C'est tellement drôle. Et Greg, qui ensuite, du coup, est interrogé et qui n'arrive pas à parler normalement et qui dit des trucs genre I shall, enfin, qui fait des tours. Je l'ai noté dans les meilleures répliques. If it is to be said, so it be, so it is. Il fait des formulations hyper compliquées parce qu'il pense qu'il doit parler. Et le mec en face, il dit tu peux parler normalement et il n'y arrive pas du tout. C'est clair. C'est tellement drôle. Et les deux sont vraiment, mais Tom, c'est une catastrophe. C'est tellement drôle. J'adore ces scènes. Et il y en a une autre aussi, c'est le discours de Connor à l'enterrement de Mo Lester. Ah oui. De Mo. Ah oui. Où il doit pas se compromettre, du coup, en disant des trucs, parce qu'à la base, son discours disait Mo nous a beaucoup touchés. Et du coup, il fait son discours et il dit on meurt tous, et aujourd'hui, Lester est mort. C'était un homme. C'était un homme. Et quand les gens meurent, c'est triste. C'est fantastique. Et t'as Willa, juste avant, qui salue la famille de Mo Lester et qui dit c'est une grande perte, Mo. Oui, ils comprennent pas. C'est vrai que c'est génial ce moment. Il y a une scène aussi qui me revient, que j'adore. C'est un peu flou, désolé, c'est des flashs qui reviennent comme ça, mais je crois que c'est dans la saison 1 quand Connor organise c'est un immense dîner avec tout le monde. Ah oui. Et que Connor s'assure que tout se passe bien à chaque fois, le pain, le machin. Ça m'a fait hurler de rire, quoi. D'avoir un Connor aux aguets, ça m'a... Oui, je crois qu'en plus, il commence à péter un câble parce qu'il y a trop de gens d'un seul côté de la pièce. Oui, c'est ça. Et il dit, la pièce est déséquilibrée. Il veut tellement réussir. Connor, je pense qu'il a certaines des meilleures blagues de la série, ou en tout cas certains des meilleurs moments comiques, parce que c'est juste un bouffon, en fait. Ouais. Dans la saison 4, il a un petit peu de moments émouvants, mais c'est
vrai qu'il est surtout là pour nous faire rire et du coup, ça marche très bien parce qu'on culpabilise pas du tout de se moquer de lui. Oui, même les moments émouvants, c'est quand il est obsédé par son gâteau, c'est pour une raison horrible, mais c'est quand même drôle. C'est clair. I think I finally found a job I want to do. Okay, what is it? President of the United States. Ça tombe bien, tu nous as dit que tu écrivais une série. Ouais. Si tu avais été dans la salle des scénaristes de Succession, qu'est-ce que tu aurais changé ? 2-3 saisons de plus, peut-être. je l'aurais poussé un petit peu, mais non, mais là, en termes d'écriture, pour moi, on frôle pas loin, on n'est pas loin de la perfection. Donc, c'est ma série de chevet, au même titre que peuvent l'être The Wire, Breaking Bad, ces séries-là. Donc là, vraiment, je suis dans la White Room, je m'assois et j'écoute, et je regarde. Mais peut-être, si j'avais un petit truc à changer, mais c'est mon côté fleur bleue, c'est que j'aurais aimé qu'entre Tom et Shiv, ils s'aiment dans le fond, je pense, et j'aurais aimé qu'ils terminent différemment. Je suis contente, on est d'accord. Nous aussi. Mais nous, on croit vraiment à leur couple avec Marie. Parce que ma pauvre Shiv, ça me fait tellement mal au cœur. Elle s'est démenée pour essayer. Là, la scène de fin dans la voiture, elle est fou. Moi, je pense qu'ils vont trouver un terrain d'entente. Ils sont tous les deux tellement horribles et moralement mauvais qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Mais alors, Shiv, elle fait ça pourquoi, au final ? Pourquoi elle donne le oui lors de l'Assemblée générale ? Parce qu'elle veut avoir le pouvoir via Tom ou parce qu'elle en a marre du poids des Roy Moi, je pense que on en a un peu discuté, mais je pense que c'est les deux. Je pense qu'elle se rend compte que c'est une alternative qui fonctionne parce qu'elle aura le pouvoir à travers Tom et qu'elle pourra l'influencer. Et c'est ce que tu disais, Anaïs, quand on a récapé le final, il y a aussi le côté elle veut pas voir Ken dans ce poste-là. Ouais. Il y a un truc assez puéril, je pense, de sa part. On le voit dès le début, c'est-à-dire qu'elle a toujours eu un rapport de jalousie avec ses frères, sans se rendre compte qu'elle-même avait été favorisée en tant que seule femme de la fratrie. Mais le fait de donner le pouvoir à son frère, elle le dit, ça lui est insupportable, en fait. Elle lui dit je t'aime, mais je peux pas, quoi. Je peux pas te donner, ouais. Et c'est ça, et on sent qu'elle peut pas se l'empiffrer, quoi. Et on peut la comprendre un petit peu. Et je pense qu'il y a ça, il y a aussi le fait que Ken s'est progressivement métamorphosé en son père, et que inconsciemment, sans doute, d'une certaine manière, elle rompt un petit peu le cycle en disant non, il faut pas qu'un nouvel homme abusif se retrouve à la tête de l'entreprise, même si au final on a Madsson et Tom qui sont pas non plus des modèles de morale. Mais ouais, je pense que c'est plein de choses, et je pense que surtout ce qui est très réussi pour la série, c'est que c'est une décision qu'on peut pas 100% expliquer, et donc qui est très juste parce que on prend tous des décisions qu'on peut pas expliquer dans la vie, qui sont très irrationnelles, qu'elle va peut-être regretter 20 minutes plus tard. C'est ce qu'on se demande dans la voiture aussi. Mais à ce moment-là, c'est ce qu'elle fait, et on sait pas trop pourquoi, et peut-être qu'elle sait pas pourquoi non plus, mais en tout cas voilà, c'est ce qu'elle a fait, quoi. Et je trouve que ça marche bien. Vous pensez pas qu'il y a une petite scène, en tout cas là c'est mon côté inspecteur gadget, quand j'ai regardé l'épisode, il y a une petite scène juste avant, quand Kendall s'assoit à la place de Logan et qui propose à Stewie le poste de président, et regardez bien les on en a parlé dans notre récap. Elle dit oulala, c'est reparti encore. Ça va être du Logan Roy. S'il avait juste fermé peut-être sa bouche, Kendall, à ce moment-là, peut-être qu'elle lui aurait donné le... Tu écouteras l'épisode du final, on a la même analyse. Ouais, non, mais c'est vrai que Kendall, son problème, ça a toujours été ça, c'est qu'il a les yeux plus gros que le ventre, et qu'à chaque fois qu'il est à 2 doigts d'enfin réussir, il en fait trop et il dérape à la dernière minute. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. Il peut pas s'en empêcher, quoi. Et juste se la péter et faire le coq alors qu'il a pas encore gagné, ça lui est fatal. Exactement. On parlait des personnages qui sont moralement ambigus. C'est qui le pire personnage moralement ? C'est dur, parce que dans Succession, il y en a quand même beaucoup, mais le pire personnage moralement de toute Succession. Je pense que c'est le roi. C'est Logan. C'est Logan qui est la racine de tout ça, du mal. Et c'est Logan qui a injecté ce poison en eux. Et c'est vrai que les idées de Logan sont limites. Oui, et puis il est tellement abusif que... Pour moi aussi, c'est Logan. Ce qu'il a fait à Roman, tout ça. Non, puis ce que tu dis, c'est la racine du mal. C'est-à-dire que tout découle de lui et de son comportement abusif. Donc, même si eux sont moralement horribles, ils le seraient peut-être pas s'ils n'avaient pas eu un père pareil, quoi. Ouais, c'est sûr. Moi, j'avoue qu'en y réfléchissant avant de venir, ça va vous choquer, mais je me suis dit que c'était Shiv, en fait. J'y ai pensé aussi, figure-toi. Parce que, franchement, voilà, ils sont tous horribles, mais elle, en fait, elle est partie d'un point très différent des autres. Elle était en dehors de l'entreprise, et en plus, elle prônait un peu ses idéaux de gauche, elle disait qu'elle n'était pas comme eux, etc. Et en fait, elle s'est tellement plus corrompue parce qu'elle partait de plus loin que je trouve ça plus choquant, en fait. Après, je pense qu'on a tendance à aussi faire plus de reproches aux femmes qu'aux hommes dans ce genre de série. Mais il y a quand même cette scène horrible où elle persuade une victime d'abus sexuels de se taire, de ne pas témoigner. Elle a renié tous ses idéaux, y compris politiques, avec Mencken. Ouais, ça, pour moi, c'était le pire, en fait. C'était de la voir faire un revirement là-dessus, alors que pendant très longtemps, elle a tenu
un peu cet étendard en disant non, moi je suis pas comme vous, je vais pas me renier. Et donc, honnêtement, je suis d'accord avec vous, c'est Logan qui est la racine de tout, mais je pense que Shiv, c'est peut-être celle à qui j'en veux le plus, en fait, à la fin de la série. Moi, je pense que si on parle de corruption au fil de la série, c'est Greg, quand même. C'est vrai. Greg, qui commence comme l'espèce de gentil neuneu qui poursuit tout le monde partout et qui finit, c'est un monstre à la fin. Ouais. Et il a des moments de bassesse, enfin, il est vraiment bas et horrible quand il s'en prend à Eba, par exemple, avec Madsen et qui participe à des jeux hyper cruels pour faire de la lèche. Même Tom, qui est pourtant le lèche-bot numéro 1, il a un souffre-douleur, c'est Greg, mais il y a quand même des limites, alors que Greg, quand il s'en prend aussi à Kerry, alors que Marcia s'en prend à elle, il y a vraiment des moments où on voit à quel point il est moche moralement, quoi. À partir du moment où il trouve que le champagne sur le yacht est pas assez bon pour lui, on a su que c'était fini, quoi. Ouais, c'était plus le même Greg. Et pour toi, celui qui est le plus irréprochable, s'il y en a, c'est qui ? Dans Succession, je dirais le plus irréprochable, ça doit être le garde du corps de Logan. Ah, oui. Mais moi, vraiment, je peux pas. Depuis la manière dont il a intimidé Kendall à la fin de la saison 1, je lui en veux beaucoup trop, en fait. C'est à quel moment Parce que c'est lui qui mène l'enquête. Oui, il l'enferme dans une pièce pour lui expliquer ce qui s'est passé avec exactement. le cadavre. C'est ça, ouais. Et à ce moment-là, il est 100% évidemment à la botte de Logan. Et il a ce côté un peu cerbère, quoi, où il s'en prend à lui et il le fixe à un moment aussi. Bien plus sûr. Tard dans la saison 2, il lui dit « Je sais qui tu es ». Et donc moi, il m'a tellement, en fait, j'avais tellement d'affection pour Kendall que j'en veux trop à Colin. Mais en tout cas, c'est Colin, pardon. Mais en tout cas, lui, il a gardé sa ligne directrice du début à la fin. Ouais. Il n'en a pas bougé, contrairement à tous ces personnages qui ont retourné 50 fois leur veste. C'est vrai. C'était le meilleur ami de Logan aussi. Bien sûr. Et pendant l'enterrement, il y a ce plan où on voit... parfois, c'est ça aussi dans Succession, c'est que c'est des plans. Moi, je pense que c'est l'oncle Yohan. Ah ouais, moi aussi. Meilleure idée que moi. Moi, j'ai pensé à l'oncle Yohan et on en a parlé un peu dans le récap du final, mais je pense que Stewie, même si il est moche dans le sens où c'est un capitaliste qui est un requin, il a le mérite d'être honnête, toujours. Donc, pour moi, mais Yohan en plus de l'honnêteté, il a une droiture morale et politique qui fait que, évidemment, pour moi, c'est le compas. De toute façon, c'est le compas moral de cette série. À chaque fois qu'il est dans une scène, c'est lui qui est là pour rappeler qu'ils sont tous complètement fous et qu'ils ont des idées de merde, quoi. You're my boy. You're my number one boy. On a fait à chaque fois des MVP dans nos recaps. J'écoute, j'adore. Merci. Les winners et les losers. Bien sûr. Du coup, pour toi, c'est qui le winner ? Je pense que là, il n'y a plus de secret. C'est Tom qui arrive là où il n'aurait jamais pu espérer arriver un jour. Pour moi, il perd de sa sympathie avec ce nouveau poste. Moi, j'aimais beaucoup le Tom outsider, un peu qui essaie de s'en sortir, de se démêler avec tous ses soucis. Et là, le fait de le voir... heureusement qu'il n'y a pas un épisode de plus, parce que je pense qu'on aurait vu une autre facette de Tom un peu plus dure. Mais oui, c'est le grand winner de Succession. C'est Tom Wamsgams. Toujours Wamsgams. Pour nous, il gagne en sex appeal avec... Non, je sais qui gagne en sex appeal pour vous. C'est Madsen qui descend du jet privé. Évidemment. Ça, c'est sûr. C'est bien, t'as écouté, effectivement. Non, mais c'est vrai qu'il a une carrure. Et puis, on peut penser que c'est lui qui gagne vraiment à la fin. En tout cas, c'était la théorie de Marie, puisqu'il est au-dessus de Tom, puis c'est lui qui tire les ficelles, quoi. Moi, je sais pas trop qui c'est qui gagne. Moi, je dirais Jerry, parce qu'elle survit toujours. Oui, c'est vrai, Jerry. Ou Carolina aussi. Ouais, voilà. Ouais, Carolina, exactement. C'est vraiment les survivors de Succession. Et le plus gros loser, pour toi, c'est qui ? Leroy. Pour moi, c'est un global, c'est un général, c'est la famille qui, là, a implosé. Et chacun finit de son côté. Je pense que Kendall et Shiv... je pense que c'est fini. Roman est dans son petit coin au bar sur cette dernière scène, comme si tout ça n'avait été qu'un rêve. Et je pense qu'ils sont un peu... ils ont explosé. Enfin, Kendall en tête de gondole parce qu'il a plus de famille, il a plus de... Enfin, sa femme, les rapports sont pas au beau fixe. Donc, il a tout l'argent du monde, mais il a rien en même temps. Donc je dirais Kendall en tête, mais Leroy en règle générale. On l'a vu, ton personnage préféré, c'est Tom, du coup. Toi, c'est Tom aussi. Est-ce qu'on compte Tom dans les personnages principaux ? Parce que moi, j'ai tendance à penser que c'est Leroy, les personnages principaux. Non, pour moi, il fait partie des personnages principaux. Je pense que c'est Tom aussi, mais dans la fratrie Roy, je pense que c'est Kendall. Et moi, c'est Roman. Ouais, je sais que c'est... J'adore Roman aussi, mais Roman a des moments quand même de leader vraiment détestables, avec le chèque dans le premier épisode. Oui, mais bien sûr. Ça. Oh là là, oui. Alors que Kendall, il a des moments de gêne et aussi de leader moral, mais
je sais pas, moi, il m'a toujours beaucoup touchée, en fait. En fait, le truc, c'est ces moments de laideur morale arrivent plus tard dans la série, donc t'as développé un attachement plus pur pour lui, alors que moi, Roman, je le trouve juste tellement divertissant. Et en même temps, aussi très émouvant par certains moments, parce que tu sens toute la détresse qui se cache derrière son vernis de blagues constantes. C'est ça, il est tellement fragile, en fait. Mais ouais, c'est ça, c'est un petit oiseau fragile, mais horrible à la fois. Les scènes de Roman, la scène du lancement du satellite c'est tellement drôle. au mariage, mais c'est tellement drôle. C'est hilarant. Ah non, mais vraiment, il est tellement marrant. Ouais, non, c'est vrai qu'il est très divertissant, mais je pense que moi, j'ai été team Kendall pendant longtemps. Maintenant, je pense que c'est illusoire d'être team qui que ce soit dans cette série, mais c'est celui qui m'a le plus touché au fil des saisons, je pense, Kendall. Le brio de la série, c'est vraiment ses personnages secondaires aussi. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait faire un petit top 3 chacun de ses personnages préférés. Toi, c'est qui dans les personnages secondaires tes préférés ? Je dirais Cousin Greg. Ouais. Dès le départ, moi, il m'a éclaté quand Marcia lui demande d'aller chercher les pantoufles. Les pantoufles de Logan qui est hospitalisé. Il se retrouve à bouffer dans le frigo, allongé sur le lit. Et puis, dès le départ, il a un dossier. Donc, il y a Shiv qui lui demande de pas ramener les dossiers. Et t'as Roman qui lui dit de ramener les dossiers. Donc, j'aime beaucoup cette posture de... Il va être clé déjà. On sait que dans la suite des saisons, il va être clé. Donc, je dirais Willa, Cousin Greg et en dernier, c'est une bonne question. J'ai pas le troisième. Je vous laisse faire un tour. Je réfléchis au troisième. Ça serait qui, Anaïs, pour toi ? Moi, je dirais Willa, Stewie et Jerry. J'adore Willa, vraiment. Et en fait, c'est les 3 personnages. À chaque fois que je les vois, même si c'est que 5 secondes par épisode, je suis trop contente. Et à chaque fois, j'en veux plus. Je pense que c'est aussi parce que c'est des acteurs que j'aime énormément et qui se sont parfaitement intégrés. Tu parlais de l'alchimie plus tôt, c'est vraiment ça. Donc moi, c'est mes 3 préférés. C'est qui, toi, Marie ? Moi, c'est Stewie, Caroline, la mère des enfants. Vraiment, elle me fait mourir de rire. En fait, elle est tellement horrible. Elle est vraiment horrible. Et en dernier, je sais pas trop en dernier qui je mettrais. Je dirais Madsson, moi. Madsson, ouais. Mais c'est vrai que j'allais dire Madsson aussi, mais après je me disais Stewie et Madsson, ils ont un peu des rôles similaires mais c'est vrai que c'était 2 petits amis imaginaires. Exactement. Mais Madsson, il a vraiment une énergie et il a apporté quelque chose à la série de tellement fort et Alexander Skarsgård est tellement excellent dans le rôle que je trouve que c'est vraiment le gros point fort de ces 2 dernières saisons. En plus de tout le reste, mais c'est assez remarquable qu'un personnage qui apparaisse aussi tard puisse prendre une telle importance et réussir autant. Donc c'est vrai que je le mettrais aussi dans mes personnages secondaires préférés, je pense. You need anything? What can I get you? Privacy, pussy, pasta. Quel est le personnage avec lequel tu t'identifies le plus ? Si je l'aime, c'est parce que quelque part je m'identifie. Il y a des points qui me font beaucoup rire avec Tom. C'est l'envie de plaire. Si on fait ce métier, qu'on monte sur scène et qu'on essaye de faire rire, c'est parce que je pense qu'on a envie de plaire. Et c'est vrai que l'envie de Tom, dès le départ, c'est de plaire à Logan, de plaire à Shiv, de plaire à cette famille. Enfin, c'est limite, il s'en fout de sa propre famille, quoi. Il est focus sur l'héros et j'adore les scènes à chaque fois où il cherche des infos auprès de Shiv. Il a dit quoi ? Il a parlé de moi ? Comment ? Donc je dirais Tom avec son envie de plaire à tout le monde et il a ce jeu, cet acteur incroyable a ce jeu de passer des larmes au rire. En une fraction de seconde, il se reconcentre et il rit aux gens pour ne pas laisser transparaître ce côté un petit peu triste. Et parce qu'il, dans le fond, il est horriblement triste, Tom. Ouais, il est génial. Marie, toi, c'est qui ? Je pense que c'est Marcia. Ah ouais. C'est le shopping à Milan, ça, oui, ça t'a parlé. Ça. C'est le shopping à Milan. Et puis, c'est pas juste ça. Je trouve qu'elle a un côté très loyal envers Logan dans les premières saisons. Et en même temps, elle est un peu aussi no bullshit, quoi. Il faut pas trop l'emmerder. Elle vit sa vie. Elle les envoie péter quand il faut. Vivre sa vie de shoppeuse à Milan, ça me va très bien. Ouais, j'avoue. Moi, je pense, comme toi, Malik, je m'identifie un petit peu à Tom. Surtout sur ses côtés loser. Je pense que je me reconnais un petit peu en lui. Bien sûr. Ouais, et c'est pour ça, comme tu dis, que je l'aime autant. Et après, Willa, en tout cas, je pense que son côté caméléon me plaît bien. Et c'est quelqu'un qui ose pas toujours s'exprimer avec beaucoup d'aplomb. Mais en même temps, on sent qu'il se passe des choses, quoi, dans sa tête. Donc, j'aime beaucoup Willa. Et celle que j'aimerais être, c'est Jerry. Je la trouve tellement redoutable, en fait, professionnellement. Et pour moi, la scène la plus parlante, c'était juste après la dick pic de Roman, où Shiv essaye de la coincer et lui dit « Mais tu veux porter plainte ? Ça fait longtemps que ça se produit, etc. » Et en fait, Jerry ne dit rien.
Elle est tellement bonne pour savoir comment se protéger, comment protéger Roman. Elle dit oui, on en parlera plus tard. Désolée, je suis très attendue. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle avait un tel bon instinct professionnel à ce moment-là que j'aimerais être comme ça. En fait. C'est une avocate en plus. Donc elle a la nature, elle sait exactement légalement ce qu'il faut répondre ou pas. Quoi. Et elle sait cacher son jeu en fait. Ouais. Et moi, c'est quelque chose que je sais pas du tout faire. Et donc j'admire énormément ça. En fait, le côté vraiment poker face de Jerry. Tom le dit d'ailleurs dans le dernier épisode, il laisse entendre qu'il va réintégrer Jerry et qu'elle va avoir un poste important. C'est ça. Pour moi, c'est une des meilleures de l'entreprise. Ah oui, c'est sûr. Très clairement. En tant qu'acteur, il y a un personnage que tu aurais aimé jouer plus que les autres? Kendall, quand même, c'est ces démons. Le côté en haut, en bas, j'aime beaucoup ces montagnes russes. Il a traversé, ne serait-ce que dans la saison 1, où on voit son ambition, puis après cette cassure avec cet accident de voiture et ce serveur. En tout cas, je pense que Kendall avait vraiment... Là, on a envie de jouer tous les personnages. Ils sont vraiment incroyables, mais je dirais Kendall pour tout ce qu'il a traversé tout au long des saisons. Ouais, c'est un gros morceau, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du débat qu'il y a sur le jeu de Jeremy Strong et le fait qu'il en ferait trop, ou qu'il serait insupportable? Je me suis un peu penché là-dessus et je crois qu'il y a eu des petits moments un petit peu pénibles entre Brian Cox et Jeremy Strong, mais non, moi, en tant que spectateur, en tout cas, quand je regarde, il est parfait, ils sont tous parfaits, donc après, chacun sa méthode. Même, je pense qu'en France, tous les grands acteurs qu'on peut voir en France ont aussi leur méthode de boulot. Moi, j'ai eu la chance de faire un film avec Benoît Magimel qui a une méthode de boulot différente de Cadmerade ou de Gilles Lelouch. Donc chacun se retrouve. Et puis je pense que Brian Cox aussi, c'est l'ancienne école. C'est encore autre chose, c'est encore différent. Et il est tout aussi bien. Donc non, ça me dérange pas. Ils sont parfaits. Ouais, mais c'est marrant parce que je pense que ça reflète pas mal au final les spécificités de leur propre personnage. Parce que Brian Cox, c'est un acteur shakespearien donc, qui a tendance à... Il rentre sur scène, il fait son truc et après, il est très clair là-dessus. Alors que Jeremy Strong, c'est le méthode acting, donc c'est la méthode Stravinsky et il incarne son personnage, il se prend la tête et tout ça. Et c'est ça avec Kendall aussi, c'est-à-dire qu'il se prend constamment la tête et qu'il a des démons existentiels et il réfléchit beaucoup trop, alors que son père est beaucoup plus direct. Et donc, je pense que même les tensions qu'il y a eu peut-être en coulisses, au final, ça fonctionne très bien pour la série. Donc, ouais, il a été choisi pour ça aussi parce qu'il avait cette intensité en lui. Et moi, c'est un acteur que j'adorais, Jeremy Strong, même avant de voir Succession. Et quand on le voit effectivement jouer d'autres rôles, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un très, très bon acteur. Et pour moi, je suis un peu d'accord. À partir du moment où le résultat à l'écran est bon, je m'en fiche un peu de la manière dont il fonctionne. Et à partir du moment où il n'est pas abusif, évidemment, sur un plateau, où c'est pas Jared Leto qui envoie des rats morts, tu vois, dans le courrier pour t'intimider ou je sais pas quoi. Bon, si ça marche pour lui, en tout cas, ça marche pour nous. Ça, c'est sûr. Non, mais ça, c'est sûr. Mais c'est juste qu'en interview, il est quand même très marrant parce que c'est un peu ridicule, quoi. Quand il dit dramaturgiquement, il est tellement intense. Mais c'est un mot, en fait. Oui, mais j'écoutais justement le podcast. Là, il y a le podcast officiel de Succession où ils interviewaient d'abord Alexander Skarsgård et après lui. Et lui, mais vraiment, c'est un bullshitomètre, mais vraiment, il part dans des délires où t'es là, on a compris. Et quand il parle du personnage, au lieu de dire Kendall, il dit j'étais là. Et non, mais c'est vrai que quand je prends cette décision dans la série, et c'est des mois après avoir tourné. Oui, mais ça, il y en a plein qui le font en fait. Et d'ailleurs, il est très ouvert. Enfin, moi, je prends toujours la défense de Jeremy Strong parce que je l'adore, mais je pense aussi qu'il y a un côté parfois un petit peu anti-intellectuel dans le fait qu'on se moque de lui parce qu'il est tout le temps en train de citer des dramaturges et c'est vrai que c'est sa manière d'opérer dans le monde, quoi. On voit qu'il intellectualise tout et ça peut être hyper relou pour les gens autour de lui. Mais je pense que c'est ça, t'as raison. Ça, c'est la meuf qui a eu 19 au bac en philo qui veut non, mais en défendre. fait, ça me fait mal au cœur qu'on se moque de lui parce qu'il a des références qui, moi, me paraissent pertinentes, en fait, et même quand il utilise le mot dramaturgiquement, il l'utilise bien à un endroit où c'est pertinent de l'utiliser. Et du coup, juste se moquer de quelqu'un parce qu'il emploie des mots à plus de 5 syllabes, c'est un peu, tu vois, genre, c'est anti... Non, mais c'est parce qu'il prend très, très au sérieux quelque chose où c'est quand même bien d'infuser un peu d'humour et un peu de légèreté. Il n'est pas en train de sauver des vies, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, je rejoins un peu Marie sur ce truc-là et je le vis d'ailleurs au quotidien. C'est vrai, quand on est sur... ça va, on n'opère pas, quoi. Tu vois, mais j'entends aussi, il ne faut pas dénaturer non plus une personne qui a fait des études de théâtre, qui s'y connaît, qui maîtrise son sujet sur le bout des doigts. Mais je pense que ce qui s'est passé entre Jeremy Strong et Brian Cox, c'est plus humain que sur la méthodologie. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il a dû arriver et dire il fout quoi là? Ça fait 2 heures que je l'attends. Non, mais il est en train de lire il est en train de lire du Shakespeare dans sa loge et il a dû s'énerver et ça a dû. Mais oui, c'est pas une histoire de méthodologie. Je pense que c'est une histoire de. Ouais, c'est ça. Et puis je crois qu'il me semble que Jeremy Strong est autodidacte et donc je pense qu'il y a aussi un truc, tu vois, de vouloir prouver justement qu'il a fait son boulot.
Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Bon, on arrive à ma partie préférée de tous les épisodes sur Succession. C'est le moment de la meilleure réplique. Est-ce qu'il y a une réplique déjà que tu utilises régulièrement au quotidien, que tu as gardé un peu de Succession Je ne sais pas si on peut appeler ça une réplique, mais il y a le classique fuck off. Ah bah oui. C'est le fuck off de Logan Roy. Ouais. Et je pense que celui-là, il est mythique, il va rester. J'aime beaucoup Fuck la météo, on change le climat culturel de Ken. Et en fait, dans cet épisode, il y en a une succession que je trouve vraiment géniale. À un moment, il dit aussi qu'il faut glisser le thermomètre sociopolitique dans le cul de la nation. C'est pas forcément un truc que j'emploie au quotidien, mais je trouve que c'est très très bien. Et il y a aussi pour le coup un truc que j'emploie pas mal, c'est quand Greg dit l'internet c'est très très grand, j'ai pas pu tout lire. Il y en a une qui est marquante, c'est épisode 1, saison 1, Sometimes it's a big dick competition de vrai. Logan. Donc ça t'explique tout ce que va être la suite de la série et ce que va essayer de faire Kendall. Il y en a une aussi que j'aime bien utiliser de temps en temps, c'est I would like some suck on my dicky dick. Ouais. Qui a été traduit par les traducteurs par je veux qu'on me suce les bouboules. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ça C'était marche mieux que en ma anglais. traduction Mais... à moi. Je me souviens, moi, c'était un truc. Non, je m'en souviens plus. Je sais plus ce que j'avais dit, mais j'avais dit un truc un peu absurde. Il y en a une qui est tirée de la scène dont je parlais tout à l'heure, où en fait, ils sont devant le congrès, il est devant le congrès américain, Tom, et on lui demande pourquoi il a envoyé 38 emails à Greg avec la ligne, l'objet You can't make a Tomlet without breaking some Gregs. Donc, on peut pas faire une Tomlet sans casser des Gregs, donc des œufs. C'est génial. C'est magnifique. Génial. Et quand on lui demande comment ça se fait que vous avez fait une pause pendant 2 heures, c'est parce que l'autre, il était en train de détruire tous les papiers. Il est là, je sais pas, c'était une petite blague, je sais. Je crois qu'il y a même des t-shirts avec les mails You can't make a Tomlet, c'est vraiment génial. Et il y en a une autre aussi que j'avais oubliée, mais j'ai revu l'épisode récemment parce que c'est dans la saison 1 et c'est l'oncle Yuan qui arrive. Greg lui dit Joyeux Thanksgiving et il lui répond pas pour les Indiens. C'est vraiment le party pooper à toutes les occasions, je l'aime tellement. Mais c'est un peu un truc à la Madsen qui dit aussi dans la saison 4 qu'ils sont une démocratie depuis 50 ans, sauf s'ils comptent toutes les années où les Noirs n'avaient pas le droit de vote, ce qui est une mauvaise habitude des Américains. Ouais. Ah, c'est vraiment génial et tu sens dans ces moments-là en fait que c'est des scénaristes principalement britanniques qui adorent se foutre de la gueule des Américains et ça marche toujours très très bien. Bon voilà, je crois qu'on a bien fait le tour de Succession. Qu'est-ce qu'on a oublié d'aborder, Malik ? Qu'est-ce qu'on a oublié d'aborder concernant Succession ? On a fait un joli tour, mais maintenant je pense qu'il faut qu'on se revoie toutes les semaines pour parler de chaque épisode depuis la saison 1. On le pitch à Slate. Franchement, il n'y a pas de problème. Non, mais vraiment, quoi dire de plus ? On a vécu 4 saisons magnifiques, c'était incroyable. On est rentré dans cette famille complètement zinzin. Et on les a aimés, on les a détestés, on a aimé les détester et ils vont nous manquer. Mais ça va être dur de retrouver une série avec une telle qualité. Là, on a goûté du caviar. Vraiment, il va falloir mettre la barre encore plus haute. Ouais, c'est ça. C'est vrai que là, c'est ce qu'on voit partout, un peu sur les réseaux. Des gens qui disent il y en a une par décennie, en fait, comme Succession. Mais ouais, maintenant, on attend la succession de Succession. Exactement. Et merci pour ce podcast, d'ailleurs, parce que vous avez accompagné les grands fans de Succession qui étaient dans un désarroi total les lendemains de diffusion. Donc, merci de nous avoir réconfortés, éclairés et fait rire. Merci de nous avoir écoutés. C'était un grand plaisir. Est-ce que tu écoutes Ami, notre autre podcast, ou pas du tout ? Non, je suis abonné, mais je vais l'écouter. Ah voilà. Faut t'y mettre. En fait, je me suis abonné à tout ce qui touche de près ou de loin ce que vous faites et je suis abonné à Ami, mais là, je vais me faire une session de rattrapage. Trop bien. Super. On est ravis. C'était PIC TV, spécial Succession. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci Malik. Merci à vous. Les récaps de Succession, c'est fini. Mais ne vous inquiétez pas, on reviendra très vite avec des nouveaux épisodes sur vos séries préférées. Et Malik, tu es le bienvenu quand tu veux. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Ami, diffusé tous les vendredis, dans lequel on se fait redécouvrir des œuvres cultes du cinéma romantique et du cinéma d'horreur. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.